Alors, de tout ce que vous avez entendu et ce que nous avons voulu vous présenter aujourd'hui, nous avons tenté d'en extraire une méthode, pas une méthode pour qu'elle soit imposée, mais une méthode pour qu'elle soit pensée, réfléchie, et puis mise en application, chacun avec nos moyens, chacun dans un temps particulier. Mais voilà, donc on a voulu faire ressortir cette méthode qu'on va vous présenter. Et vous voyez qu'on s'est tous changé, on porte des t-shirts oui, personnalisés. Vous avez vu, on a chacun notre lettre. Alors, ah bon ouais. Dans le désordre, je ne sais pas ce que vous lisez. Non, alors c'est dans l'ordre. Ok, on va faire comme ça. Dans l'ordre. Dans l'ordre, allez. Mais c'est mal alors. Alors, comme ça, vous allez voir, parce qu'on a fait des t-shirts pour mettre en valeur nos corps de rêve. Au départ, on va vous montrer ça. Quand même, vous ne pouvez pas venir pour rien. Peut-être dans le sens. Ouais, je sais pas rien, on est organisé. Tu sais, le M avant le N. Oui, et voilà. Et voici la méthode. Le French Mantra, c'est juste après. J'ai parti. Voilà. Qui dit quoi? Lâche ton bâton. Il lâche ton dossier pour bâton. Ben oui. Oui, coucou. Je vais peut-être prendre le micro, je vais. Attends, bouge pas, voilà, c'est pour le photographe. Alors, on voit plus aussi. On va juste faire un petit décalage pour voir l'écran. On parle comme ça ou Allez, on va redescendre. Et on fera une photo finale. Je laisse. Oui, je peux prendre celui-là. Alors, le S. Donc, la méthode simple. Alors, pour mémoire, hein, regardez bien. Simple, systémique, immédiat, motivation, pluriprofessionnel, logistique et échange. Alors, les objectifs de la méthode simple, tout simplement, aligner des intérêts qui apparaissent comme ça divergents, des logiques qui apparaissent contradictoires, l'intérêt des usagers, du patient, l'intérêt des professionnels, l'intérêt de l'institution, l'intérêt de la collectivité et donc, au final, l'intérêt des générations futures. Alors, je fais le S pour systémique. Pourquoi est-ce qu'il faut faire, pourquoi c'est une approche systémique à privilégier? Parce qu'à contrario, une approche parcellaire, c'est une vision limitée qui ne voit qu'une partie du problème. Je vais reprendre la fameuse fable des 6 aveugles et de l'éléphant. La voilà. Donc, qu'est-ce qu'un éléphant? Eh bien, pour un, ça sera un serpent, pour l'autre, ce sera une lance, un troisième, un éventail, un arbre, un mur ou une corde. Donc, chacun a raison, mais en fait, c'est tous ensemble qu'on a une vision globale de la réalité. Donc, systémique, c'est une approche globale, multidimensionnelle, c'est-à-dire qui prend en compte, comme on l'a vu dans la journée, évidemment le médico-technique, ça c'est fondamental, mais qui l'intègre dans d'autres dimensions, médico-sociales, techniques, administratives, juridiques, etc. Donc qui prend en compte les dimensions de santé globale et qui repose donc sur un travail de coordination. Donc vous verrez à chaque fois une petite référence de livres pour des prochaines séances de biblio qu'on organise avec Denis pour alimenter la réflexion. Et vous pourrez aussi alimenter cette réflexion si vous le souhaitez. I. Je vais me cacher un petit peu. Alors, I comme immédiat. Donc, au plus tôt on est prévenu, au plus tôt on peut faire le nécessaire et gérer les situations complexes. Donc, alors, dans un premier temps, on essaye de savoir si le patient est payant. En général, s'il se présente chez nous, c'est qu'il n'a pas de couverture sociale, donc oui, il est payant. Je vais vous donner un exemple de cas. Donc, j'ai eu un médecin, un gastro-entérologue qui a... Alors, j'ai eu un médecin, un gastro-entérologue qui a prévu plusieurs examens pour une patiente payante. Une patiente payante suivie d'une intervention, donc une fibroscopie. Donc, le jour J, la patiente se présente au niveau des admissions pour son enregistrement. Je demande à la patiente si elle a une prise en charge. Elle me dit non. Avez-vous un devis, madame? Non. Elle me dit, ne vous inquiétez pas, j'ai vu avec le médecin, tout est OK. Donc, je contacte le médecin. Vous avez prévu une intervention, docteur? Oui, effectivement. Vous savez que c'est une patiente payante? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas.
faites un devis. Donc le médecin me dit, je cite, je suis médecin, je suis là pour soigner et non pas pour parler d'argent. Très bien, il n'y a pas de problème, mais laissez-nous le faire du coup. Donc le médecin me demande de faire un devis, mais de ne pas annuler son intervention. Donc je présente le devis à la patiente. Elle me dit qu'elle a déjà vu avec le médecin et qu'il n'a jamais parlé d'argent. Donc la patiente me dit que c'est très cher et qu'elle vient d'arriver de l'étranger avec un visa touristique et qu'elle a eu mal au ventre en descendant de l'avion. Oui. Donc elle retourne voir le médecin pour lui expliquer le problème. Elle redescend avec un certificat d'urgence. Donc bien sûr, je ne peux pas m'opposer au certificat d'urgence, je ne suis pas médecin. Donc je ne peux pas vérifier si c'est exact ou pas. Donc cela dit, pour des raisons que je l'ignore aujourd'hui, l'intervention a été annulée et reportée 2 semaines plus tard, avec un certificat d'urgence signé du jour J pour dans 2 semaines. Donc vous doutez bien qu'on n'a pas accepté le certificat d'urgence. Tout ça pour vous dire que la communication entre médecins et personnel administratif est très importante. En tant que personnel administratif, on a du mal à se faire une petite place au niveau des patients ou au niveau des médecins. Parce qu'on va toujours être la personne qui va bloquer la patiente, or que non, on veut juste éviter des dettes à l'hôpital. Donc il faut communiquer au plus tôt pour que l'équipe médicale ne lance pas les examens, les projets de traitement et les soins avant d'informer le patient du coup. Intervenir au plus vite pour ne pas donner de faux espoirs aux patients. Donc I comme immédiat, au plus tôt nous sommes avertis, au plus tôt nous pourrons trouver des solutions ensemble. Pardon. Voilà. Très bien. M comme motivation ou M comme merveilleux. Merveilleux, c'est pour moi de voir depuis ce matin dans la salle Bruno de Goër qui anime la passe et une association à Chambéry dont je pense toujours, il le sait d'ailleurs, on en parle souvent, qu'elle est en avance pour les passes, qu'elle est pionnière parce que il l'a monté déjà pour une journée des passes et il continue, c'est la continuité de son travail, de faire des projets avec les personnes concernées, avec les migrants. Et il pense que valoriser la parole, la pensée, l'analyse des plus pauvres, c'est une façon extrêmement concrète et essentielle de faire avancer la démocratie participative et éviter justement cet écueil qu'on a souvent malgré nous, c'est-à-dire de se gratter le nombril entre gens qui sont convaincus et qui ont du mal à impacter au-delà. Et c'est pour ça que je continue à penser que c'est extrêmement important. Je n'en parle pas non plus par hasard à ce moment-là, au moment de mon M de motivation. Je crois également, dur comme fer, que cette histoire de l'information loyale des personnes, de leur autonomie respectée et d'une attitude éthique dont on a parlé à de nombreuses reprises, que ce soit ce matin avec les cas de Saint-Antoine ou il y a quelques minutes, je crois très très profondément qu'on peut trouver des points d'équilibre si on travaille sur cette notion que le respect et l'empathie sont assez différents, c'est des nuances, mais sont différents de la compassion et d'un paternalisme, fut-il de bonne volonté et involontaire. Et donc je crois vraiment que, et je l'ai observé plusieurs fois avec Claire dans son bureau, une parole très directe, mais qui est une parole vraie sur la situation des personnes, et quelquefois instantanément comprise. Les gens réagissent au quart de tour et dans certains cas, pas tous, et dans quelques cas disent « Ah merci docteur, on ne m'avait jamais parlé avec cette clarté, j'ai bien compris ce que vous me dites là, on va y réfléchir, on va voir. » Voilà. Moi je porte la lettre P, vous m'excusez, je ne suis pas derrière le pupitre. Donc P, c'est pluriprofessionnel, vous l'avez compris, c'est la représentation de la méthode. On a des profils variés, on vient d'environnements différents, de métiers différents, et pourtant on travaille ensemble. Pourquoi? Parce que à la base on a bien compris la limite du travail en silo. Ce silo que vous connaissez bien et qui génère cette souffrance aussi, qui est la vôtre, celle de la science.
Donc P comme patient aussi, d'ailleurs, on aurait pu ajouter cette dimension-là. Mais finalement, c'est la même. C'est la même parce que si on travaille ensemble et que la décision est prise ensemble, alors on se sent très certainement moins coincé dans une décision. On se sent peut-être plus à l'aise à présenter une solution au patient, quelle qu'elle soit. Et du coup, il n'y a pas de prise d'otage. On ne se sent pas pris en otage d'un système, d'une organisation qui nous met en souffrance. Donc pluriprofessionnel, c'est ça, c'est se faire confiance, c'est travailler ensemble, chacun pour ce qu'il sait faire, son expérience, son savoir-faire, et la confiance mutuelle dans ces réunions pluriprofessionnelles permet justement une décision qui est la moins mauvaise, disons-le. Voilà pour le P. On en vient à L comme logistique et je dirais aussi lieu. En pratique, comment ça se passe parce que c'est bien, on vous parle beaucoup de théorie. Oh, pardon. Bon, donc on en arrive à L comme logistique, mais également lieu. Voilà. En pratique, comment ça s'organise tout ça, comment on prend en charge notre patient. J'entendais ce matin des collègues qui parlaient de la passe Anis, la passe pédiatrique qui était éloignée par rapport à la passe adulte. Il y a des établissements qui mettent des passes en dehors même de l'établissement, ce qui est une aberration. Pourquoi il est plus aisé, cette pluriprofessionnalité a lieu, en tout cas est faisable, pour nous à Saint-Louis, c'est qu'on est au sein de la polyclinique médicale, qu'on a toutes les consultations spécialisées quasiment à portée de main. On parlait de l'importance aussi des échanges de couloirs, mais mine de rien, ça débloque pas mal de situations. Donc cette unité de lieu, que ce soit pour le travailleur social, pour l'infirmière, encore une fois, les infirmières, j'aime pas trop les appeler infirmières parce que c'est au-delà du métier d'infirmière. Il y a un réel métier, enfin un réel accueil, tri, préparation du dossier pour, en tout cas pour le médecin qui lui est une sorte de, voilà, c'est un maillon de la chaîne et on est tous en fait un maillon de la chaîne. C'est pas un soin qui est centralisé par le médecin même. Le patient, l'infirmière, le travailleur social, les différents spécialistes, tout ça, c'est une chaîne et ça c'est source de réactivité, en tout cas de prise en charge rapide, et ça ne pourrait, je ne peux pas imaginer en tout cas une telle performance, allez je dis le mot, une telle performance s'il n'y avait pas eu cette unité de lieu, vraiment, enfin c'est très important ça, je pense que avoir les interlocuteurs quasiment à portée de main, ça rend beaucoup plus aisée la pratique. En tout cas, notre consultation, elle est quasiment faite au moment où on reçoit le patient. Enfin, je veux dire, tout a été quasiment débloqué en amont. Nous, on apporte notre expertise médicale et puis après arrive le temps d'échange. Voilà. Donc le E, l'échange, les conditions d'échange. Une bonne communication avec le patient suppose une écoute attentive qui permet d'appréhender la situation du patient dans sa globalité, dans le cadre d'une relation de confiance empreinte de respect mutuel. De la part de l'assistante sociale hospitalière, la volonté d'entraide doit régir les relations avec le patient. Elle lui permet de recueillir de très nombreuses informations essentielles pour définir des modalités de prise en charge aussi judicieuses que possible. En ce qui concerne la communication entre les différents professionnels impliqués, une écoute attentive dans un climat de confiance mutuelle est également requise. Les échanges entre professionnels permettent de bien cerner la situation globale du patient en vue de faire émerger des solutions adaptées à celle-ci. Le succès de cette coopération entre professionnels repose sur l'horizontalité de la relation entre les différents acteurs concernés, et notamment les équipes médicales, l'assistante sociale des patients et le service administratif et financier. Cette horizontalité permet la prise en considération des points de vue de chacun et favorise le partage transdisciplinaire des connaissances.
Une bonne coopération horizontale entre les équipes contribue à l'efficacité de la prise en charge du patient, chacun restant à sa place et comprenant les perspectives des autres. Cette coopération transdisciplinaire crée une dynamique d'entraide positive, tant pour les professionnels que pour le patient. Cette dynamique permet d'appréhender de mieux en mieux la prise en charge des patients. Alors pour conclure sur cette méthode, vous l'avez compris, elle est simple. Simple parce que finalement, elle réunit les points forts suivants. Coopération, collaboration, communication, échange bien sûr pour une meilleure adaptation sur les sujets complexes. Merci beaucoup. On a fini? Oui, et après on a fini? Après on échange. Après on échange. Ne bougez pas. Oui, on échange et il y a la pré-conclusion. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Vas-y, on va se mettre sur ça. Ouais. L'acronyme simple me paraît résumer à peu près toutes les choses qui ont été dites ces derniers résumer à peu près toutes les choses qui ont été dites ces derniers temps. Si je me permets d'être un petit peu pointilleuse, il faut peut-être rajouter un T, pas pour dire ça. Non, c'est pas terrible, hein. Transmission. Peut-être qu'il faudrait penser à faire une transmission de type fiche RCP passe. Ah bah ça. Oui, Denis est voilà, d'accord avec ça. Donc vous êtes d'accord, parce que en fait, si on travaille à la PHP, on a un outil que vous connaissez tous, qui est Orbis, qui est consultable de tous normalement, puisque c'est déployé carrément sur les 37 établissements à PHP maintenant. Et ce qui est un vrai plus, puisque jusqu'à présent, on n'avait pas certains dossiers de patients qui étaient dans des grosses passes. Et les patients, mine de rien, parfois, les patients nomades, ils sont dans la rétention d'informations. Donc si on n'a pas cette transmission écrite, et idéalement aussi une transmission ville, hôpital, interne, service, pas forcément à PHP, mais ce serait vraiment un outil formidable, je pense, pour la coordination des échanges, avec une fiche RCP qui éviterait éventuellement d'avoir cette absence en tout cas parce que je pense que c'est un gros boulot à Saint-Louis que vous faites, qui n'est absolument pas faisable dans toutes les unités, malheureusement, et dans tous les établissements. Donc éventuellement se caler sur cet outil pour que les différents services puissent consulter et dire « Ah, ce patient est déjà passé à tel endroit, il faudra réfléchir à tout ça avant qu'on les situation. » Exemple, on passe par eux, ils sont bien mal à l'aise parce qu'ils n'ont pas eu peut-être une coordination interdisciplinaire. C'est juste à faire. On l'a présenté aujourd'hui pour la première fois, et effectivement, on a ce projet de déployer cette méthode, de la diffuser, de la partager concrètement avec vous. Donc, ce n'est que le début d'une aventure. Photo. Temps d'échange, allez-y, posez vos questions. Des questions, des réactions. Alors, juste, je vais me permettre d'être en profond désaccord avec ce qu'a dit Dr Mazzini Arras, parce que moi, par exemple, je suis parfaitement pour les passes qui sont décloisonnées de l'hôpital, parce que je pense, donc, on n'a pas tous le même fonctionnement. Là, on a eu, je pense, un exemple assez hospitalo-centré. Alors, c'est un modèle de passe. J'ai eu moi l'occasion de travailler dans une passe qui était aussi hospitalo-centrée à Strasbourg. Et actuellement, je suis dans un tout petit territoire, enfin tout petit, l'hôpital est petit par sa taille, mais le territoire est vaste, qui sont les Landes, puisque je suis à Mont-Vincent. Et c'est vrai que là, la passe non hospitalo-centrée a aussi d'autres vocations. C'est-à-dire qu'on est actuellement en train de travailler l'inclusion des passes, et ça rejoint ce que disait Harold Last au début,
dans les CPTS, que vous connaissez peut-être. Alors ça, c'est un autre défi qui me semble vraiment hyper important actuellement dans la politique de santé actuelle sur les soins primaires, c'est que les PASS, au-delà de s'inclure dans leur hôpital, qui est un défi, je vous l'accorde, parce qu'on est très méconnu dans nos hôpitaux, mais elles doivent aussi s'inclure dans la réflexion qui se fait en amont sur le soin primaire. On l'a vu aujourd'hui, et il n'y a que ça qui va permettre justement de pallier à certaines crises, comme la crise des urgences, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi, on parlait de devoir de transmission, transmettre aussi à nos étudiants en médecine ce qu'est une passe, comment inclure dans une réflexion, et aussi une transmission à nos collègues libéraux. Ça, je pense que c'est extrêmement important parce que là, on discute entre gens convaincus. Maintenant, avec les postes d'assistants partagés, de médecins partagés, c'est très important qu'on puisse aussi transmettre nos patients, ne pas les cloisonner dans l'hôpital, ne pas les cloisonner dans les passes et justement les décloisonner, puisqu'on parle de décloisonnement, dans la ville et dans le système libéral. Donc, une passe qui est hors de l'hôpital a aussi des vertus parce qu'il y a beaucoup de patients, on est ici pour parler effectivement des migrants, il y a beaucoup de patients qui n'aiment pas consulter à l'hôpital, justement, et qui, eux, ne consulteront jamais si la passe est intra-hospitalière. Elle reste un dispositif hospitalier, une UF à part entière, bien évidemment, mais les murs, les bâtiments peuvent être totalement décentrés de la structure mastodonte que peut représenter un CHU ou un CH. Je viens confirmer les propos de ma consoeur, puisque chaque année, 2 fois par an, on va à la présentation des internes de médecine qui arrivent dans le CHU. Et je me rappelle encore de l'avant-dernière présentation où les internes disaient: mais qu'est-ce que c'est que cette passe? Les internes de dernier semestre. Donc vraiment, il y a un vrai boulot à former, en tout cas les médecins, la jeune génération, parce qu'ils ne passent pas tous forcément par des stages de passe. Or, la passe, c'est carrément le reflet de la prise en charge d'un médecin G en ville ou en hôpital. Il ne s'agit pas de prescrire seulement et de ne pas se soucier est-ce que le patient peut le faire ou pas. Donc je pense que c'est une chose en effet importante à faire remonter. Et entre autres aussi en intra-bureau. Depuis 1 an et demi, Olivier Chat et moi-même nous prenons notre bâton de pèlerin et nous sollicitons les différents services au moment des stages, surtout au moment des changements d'interne, pour aller présenter notre existence, leur expliquer à quoi on sert. Et je vous raconter une anecdote, je peux maintenant parce que ma directrice est partie. Et elle me dit, alors que la passe de Baudelaire, elle existe depuis les années 90. Elle me dit: ah, mais je ne savais pas comment vous faisiez tout ça. Pourquoi? Peut-être parce qu'on ne rapporte pas assez d'argent pour la formation. Voilà, donc absolument communiquer partout, parce que je suis persuadée qu'on fait du bon boulot lorsque c'est maîtrisé correctement et on fait certainement coûter moins cher au final, mais il n'y a aucune étude d'évaluation, tout ça. Oui, j'avais envie. Si vous le permettez, je vais juste répondre parce qu'on parle des passes qui ne sont pas sur site. Bien évidemment, il n'y a pas de jugement de valeur sur le travail qui est fait dans une passe excentrée. Mais il y a quand même un problème, c'est-à-dire que la passe reste un dispositif. Donc on ne peut pas, parce que là, maintenant, il y a effectivement des dispositifs d'autres, des lois qui font qu'on peut faire des CPTS, et transformer ça en un centre de consultation, vous voyez, non, faire des CPTS. Oui, mais c'est pas, ça se résume pas à ça, ça fait plus d'un temps que ça existe, voilà. Et je dirais que, en tout cas, ça c'est mon point de vue, ça me excentrer d'établissement à la place, la preuve en est, la directrice ne sait pas encore ce que c'est, ça me marginalise un peu l'activité, on ne peut pas l'excentrer comme étant un ça c'est quelque chose de plus mais ça n'empêche pas une passe à l'intérieur au sein même de la polyclinique. Oui, j'avais envie de réagir parce que je trouve que c'est un discours un petit peu fou et je suis mal à l'aise. Faut coller, là je colle, c'est mieux? Oui, je colle bien. Non, je disais que là je suis un peu mal à l'aise parce que je trouve qu'on est dans un débat qui moi ne me convient pas. Où on aurait effectivement l'idée qu'il y aurait un modèle organisationnel qui serait un modèle effectivement à développer, à valoriser, etc. Et j'étais un petit peu choquée par vos propos de la lettre L, excusez-moi.
excusez-moi, j'ai plus votre nom en tête, pour dire qu'effectivement c'est aberrant à l'extérieur. Moi j'ai envie de dire, on fait cohabiter en fait des organisations. Je me suis pas présentée, je suis coordinatrice au district du CHU de Rennes. Et ça fait quelques années qu'on travaille cette question où en fait on a évidemment une organisation qui a été modélisée en interne au CHU, mais comme Orange depuis 4 ans, on développe un certain nombre d'outils pour essayer de travailler en fait en amont des hospitalisations, voire des passages aux urgences, et qu'on a développé avec la ville des organisations pour être sur du repérage de public, et que pour moi ça s'inscrit dans un parcours, l'amont, le pendant. Alors tout ça, ce sera à discuter. C'est vrai que c'est un petit peu technique et on aura l'occasion de peut-être de réunion du collectif national des passes pour questionner ces questions. Voilà, organisationnelle, cette complémentarité, substitution, voilà. C'est vrai que nous, on connaît bien notre modèle, et c'est vrai ce qu'on a voulu dire, c'est qu'il correspond bien à cette orientation d'une unité intégrée, une unité de pratique intégrée, de soins primaires, ville-hôpital. Et en cela, c'est ça l'idée du modèle innovant. Et on a travaillé ensemble au niveau de la HAS. Et il faut être extrêmement prudent, peut-être dans on peut décliner comme modèle organisationnel pour être beaucoup plus ouvert et modélisation, d'organisation, je ne sais pas comment le dire, mais attention, il y a des choses qui fonctionnent très bien dans certains endroits et qui sont sur un modèle, d'autres c'est un autre modèle, mais je crois que plusieurs modèles peuvent cohabiter. Et en tout cas, la notion de parcours, puisqu'on a parlé ce matin de Ma Santé 2022, vous trouverez effectivement en fil rouge le parcours, et qu'il faut effectivement, même au niveau de la passe, le penser en amont, le penser pendant l'hospitalisation et le penser en amont de toutes les problématiques qu'on trouve. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Le L, effectivement, c'était vous expliquer comment ça se passe à la base de Saint-Louis, mais dans la méthode, on insistait sur le fait que chacun s'approprie la méthode telle qu'il peut, et en fonction de ses moyens de faire. Et si on n'a pas la possibilité d'avoir une unité de lieu, c'est au moins trouver le moyen de se réunir pour se concerter et échanger. Ça peut être par téléphone, dans des téléphoniques, ça peut être peut-être d'autres moyens techniques avec les nouvelles technologies aussi qu'on peut proposer parfois. Mais oui, effectivement, là, on a ensuite la prétention de proposer une méthode clé en main qui s'applique en l'état, quel que soit le schéma. Alors, quelques questions. Peut-être avant la petite conclusion de Sylvie. Marie-Sylvie Richard, médecin attaché à la passe. C'est juste un petit détail important, c'est que la passe de Saint-Louis qu'on propose, on entend cet après-midi, qui est vraiment très important. Il y a plusieurs façons de vivre la concertation, la communication, la recherche ensemble. Et penser ensemble, c'est vraiment ce qui est essentiel. Ce que je voulais dire, c'est parce que j'y suis un petit peu déliée, la passe de Saint-Louis est aussi présente dans une recherche au niveau de la médicale. On est avec tous les intervenants de santé, médico-sociaux et sanitaires. Et là, on est 50 à chaque réunion. C'est la deuxième réunion où on sentait que la passe aura sa place dans un système beaucoup plus global. Et quand on dit qu'il faut voir les choses avant, eh bien c'est en train de se mettre en place tranquillement au niveau du comité de santé du 10e. Et un travail très intéressant qui est en train de se faire, qui décloisonne en donnant à chacun sa place indispensable.